Au cours de cette capsule, nous allons traiter de la toxicologie clinique de l'intoxication au monoxyde de carbone et nous nous exposerons également le traitement de l'intoxication au CO. L'intoxication aiguë et l'intoxication chronique concernent tant le système nerveux central, le myocarde et également les muscles. Les symptômes de début d'intoxication sont souvent variés, banaux, et les victimes n'y prennent attention que trop tard, d'autant qu'aucune odeur ou fumée particulière n'a pu les avertir. Ces symptômes sont le plus souvent de violentes céphalées dans 80% des cas, associés à une asthénie dans 15% des cas, des vertiges dans 30% des cas et des nausées, vomissements dans environ 40% des cas. Ces symptômes font souvent penser à tort à une intoxication alimentaire et il y a confusion. Dans certaines formes d'intoxication, des troubles de l'humeur, ébriété, des troubles du comportement, le syndrome confusionnel, ainsi que des troubles visuels peuvent survenir. Chez l'enfant, on peut retrouver des convulsions en début d'intoxication. Le début est marqué par la triade classique non spécifique. Ces troubles ont souvent un caractère collectif, puis surviennent les signes de gravité. La phase d'état de l'intoxication est marquée par l'apparition progressive de troubles de vigilance, puis par une perte de connaissance. Le coma est habituellement profond avec conservation d'une réactivité à la douleur. C'est un coma hypertonique. Des convulsions peuvent survenir, mais elles sont surtout l'apanage des enfants. L'existence d'un coma profond n'exclut pas l'espoir d'une guérison sans séquelles, bien qu'il soit de fâcheux pronostics. Les troubles cardiovasculaires. Le cœur est lui aussi très sensible à l'hypoxie. Cette ischémie associée à une hypoxie va déterminer le pronostic neurologique ultérieur du patient. Une ischémie myocardique clinique est rarement diagnostiquée chez le sujet sain et survient de préférence chez le coronarien. Sur l'ECG, on note également des troubles de la repolarisation cardiaque. Une hypotension artérielle est fréquente et elle est associée ou non à une tachycardie. Cette hypotension peut évoluer vers un collapsus cardiovasculaire et un œdème aigu pulmonaire. Chez le sujet comateux, une rhabdomyolyse n'est pas rare. Elle est le résultat d'une action toxique directe du monoxyde de carbone sur la cellule musculaire. Au niveau biologique, l'hypoxie générale va entraîner une acidose métabolique. On note une élévation des créatines phosphokinases, les CPK, consécutive à la rhabdomyolyse. Enfin, on trouve également de manière fréquente une hyperglycémie, une hyperleucocytose avec polynucléose. L'intoxication peut évoluer vers le décès, la mort, favorisée par la concentration du monoxyde de carbone, la durée de l'exposition, le délai entre la découverte et le traitement, l'âge et la grossesse. La récupération peut être complète, sans séquelles ni complications. La récupération peut être immédiate avec des séquelles neurologiques. La récupération d'un état de conscience satisfaisant peut se faire au prix de séquelles centrales quelquefois importantes. Et alors, on retrouve le syndrome parkinsonien, l'hémiplégie, des neuropathies périphériques. On peut également avoir une récupération après un temps de latence avec des séquelles neurologiques, donc avec des séquelles retardées. Il s'agit du syndrome post-intervallaire qui survient dans 2 à 3% des cas d'intoxication oxycarbonée. La symptomatologie de ce syndrome est la même que celle observée à la phase séquellaire de l'intoxication. Cependant, on l'en distingue par l'existence d'un temps de latence entre la phase initiale de l'intoxication et l'apparition de ce syndrome, caractérisé par une rémission quasi complète des signes cliniques. La durée de cette phase de rémission clinique est estimée entre 2 à 40 jours après l'intoxication. Le tableau présenté donne les principaux signes cliniques en relation avec le pourcentage de la carboxyhémoglobine, HbCO. Au faible pourcentage, on retrouve les céphalées modérées,
la dyspnée à l'effort intense. Plus le pourcentage augmente, plus les signes s'aggravent. Les céphalées sont importantes entre 10 à 30%. Au-delà de 30%, on a des pertes de connaissance. Entre 40 et 60%, des convulsions et un coma. Et au-delà de 60%, le signe clinique le plus grave est le décès. Il faut garder en mémoire que l'on a 1 à 2% d'HBCO chez un sujet non-fumeur et ce pourcentage s'élève à 7% chez un sujet fumeur. Les signes cliniques retrouvés lors de l'intoxication au CO peuvent être polymorphes, notamment en fonction de la gravité de l'intoxication et rendent souvent le diagnostic difficile en l'absence d'un contexte évocateur. Cette notion est illustrée ici, où l'on peut constater que 46% des cas d'intoxication avérés au monoxyde de carbone n'ont aucun signe clinique observé, alors que 3% des cas d'intoxication sont inaugurés par une forme comateuse avec un état sévère. Ce sont les tissus gros consommateurs d'oxygène, comme le système nerveux central, qui sont les plus touchés. On peut observer les signes neurologiques, comme des céphalées tenaces, des troubles psychiques, avec instabilité caractérielle, difficulté de concentration et troubles mnésiques, et des troubles auditifs avec une baisse de l'acuité auditive et débourdement d'oreilles. Sur le système cardiovasculaire, il a pu être observé que la présence de carboxyhémoglobine, même à un taux faible, favorise la fixation du cholestérol sur la tunique interne des artères et par conséquent le développement de l'athérosclérose. Au niveau du système cardiovasculaire, il y aura des problèmes du trouble du rythme, un angor et des signes d'ischémie chez les sujets coronariens, comme on l'a cité précédemment. Le fœtus chez la femme enceinte représente une cible privilégiée pour le monoxyde de carbone. D'une part, car le CO passe au travers de la barrière placentaire, et d'autre part, car l'hémoglobine fœtale possède une affinité supérieure pour le CO par rapport à l'hémoglobine maternelle, donc adulte. L'une des caractéristiques de l'intoxication fœtale est qu'il n'existe aucun parallélisme clinique entre la sévérité de l'intoxication maternelle et celle du fœtus. Il s'agit d'une intoxication grave pouvant entraîner des risques de malformation fœtale et pouvant aller jusqu'à la mort du fœtus. Lors d'une intoxication de faible gravité, la grossesse peut être tout à fait normale. Lors de la prise en charge de l'intoxication chez la femme enceinte, le traitement se fera systématiquement par oxygénothérapie hyperbare et on le reverra au moment des traitements. Il faut vraiment avoir une surveillance attentive au cours de la grossesse s'il y a eu exposition au monoxyde de carbone. Quels sont les traitements de l'intoxication au monoxyde de carbone? Il faudra soustraire la victime de l'atmosphère toxique, il faudra maintenir les fonctions vitales déprimées et faciliter la dissociation de la carboxyhémoglobine. Donc, ça c'est le principe de traitement de l'intoxication qui repose sur ces 3 points. Le premier point concerne la soustraction de la victime. Il est impératif de tenir compte du risque d'intoxication pour le sauveteur, parce qu'il sera dans une atmosphère riche en monoxyde de carbone. Il est donc nécessaire d'être équipé de masques à cartouche d'ocalite. Ce sont donc des masques qui vont catalyser à température ambiante l'oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone au contact de l'air. On peut avoir aussi des ports de masque à adduction d'air, ARI, pour appareil respiratoire isolant. Il ne faut pas non plus oublier le risque explosif lié aux propriétés physico-chimiques du monoxyde de carbone, et donc il faut éviter le suraccident. Le second point, maintenir les fonctions vitales déprimées. Il s'agit du traitement symptomatique. En cas de troubles sévères de la conscience, une ventilation assistée peut être nécessaire. En cas d'insuffisance circulatoire, un remplissage vasculaire, ainsi que l'utilisation de drogues inotropes positives peuvent être nécessaires. Le troisième point concerne la dissociation du monoxyde de carbone de l'hémoglobine.
La liaison entre le monoxyde de carbone et l'hémoglobine est réversible. Nous l'avons vu au cours des capsules précédentes. La dissociation du monoxyde de carbone de la carboxyhémoglobine se fait par l'utilisation de l'oxygène qui agit comme un véritable antidote. L'oxygénothérapie doit être la plus précoce possible et peut s'effectuer en conditions normobares ou hyperbares. L'oxygénothérapie normobare est indiquée lorsque les signes cliniques sont absents ou modérés. Le patient ne doit pas avoir eu de perte de connaissance initiale. Elle se pratique par masque, sonde nasopharyngée ou tente chez l'enfant. Elle se fait à raison d'une administration d'oxygène 100%, à raison de 6 à 10 litres par minute, et dans de telles conditions, la demi-vie d'élimination du CO est de 80 à 90 minutes. L'oxygénothérapie hyperbare est indiquée lorsque les signes cliniques sont sévères, dans tous les cas où il y a eu une perte de connaissance initiale et dans tous les cas d'intoxication chez une femme enceinte. En pratique, le patient est placé dans un caisson hyperbare à 2,5 atmosphères. L'oxygénothérapie en elle-même se pratique par masque à raison d'administration d'oxygène 100%, à raison de 6 à 10 litres par minute. Chaque séance dure en moyenne 90 minutes et est renouvelable. Dans de telles conditions, la demi-vie d'élimination du CO est de 35 minutes. L'avantage d'une telle oxygénothérapie est d'augmenter la vitesse de dissociation donc, du monoxyde de carbone de l'hémoglobine et d'augmenter la quantité d'oxygène dissous dans le sang. Ici, vous avez un exemple de traitement de l'intoxication. Ici, un patient en séance d'oxygénothérapie et là, un caisson hyperbare qui peut être utilisé lors de l'intoxication donc au monoxyde de carbone. Une étude préclinique assez prometteuse laisse entrevoir l'existence d'un futur antidote. En effet, la neuroglobine, parent de l'hémoglobine, transporte également l'oxygène. Elle lie l'oxygène plus fortement que l'hémoglobine et a une plus grande affinité pour le monoxyde de carbone. Un groupe de chercheurs a modifié la structure moléculaire de la neuroglobine, l'a rendue moins sensible à l'oxygène et a augmenté son affinité au monoxyde de carbone, la rendant 500 fois supérieure à celle de l'hémoglobine.